Olivier, tu es avec nous ce soir. Olivier, Bonjour à tous. ça fait plaisir de t'avoir. Merci beaucoup déjà de venir dans cette entrevue, pour cette discussion un petit peu improvisée, puisque Avec plaisir. pour ne rien cacher aux viewers, en fait, tout ça s'est fait un petit peu rapidement vendredi dernier. Je me suis dit, ah mais tiens, il y a de l'actualité, il y a un trou noir. Enfin, apparemment, on aurait pris la photo du trou noir de notre galaxie. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a ce genre de cliché. Et je me suis dit, mais ça, c'est une occasion en or de revenir un petit peu sur ce qu'est un trou noir finalement et comment on arrive à faire cette science, à produire ce type de contenu parce que tout le monde en parle, mais enfin, je veux dire, dans l'actualité, on parle peu de science pour l'actualité, on va dire, grand public. C'est rare qu'un sujet scientifique soit autant médiatisé, donc je me suis dit autant en profiter et saisir l'occasion pour en parler encore davantage et en laissant la parole à quelqu'un d'expert, donc c'est toi, l'astrophysicien, qui va nous permettre d'en savoir un peu plus, à la fois sur les trous noirs, mais aussi sur ce fameux cliché, sur la manière dont les scientifiques, les chercheurs ont travaillé pour générer cette image. Donc merci beaucoup Olivier Bah, avec, Minazoli. Donc comme avec plaisir. déjà première question, comment tu vas? Ouais. Bah, je vais très bien, merci. C'est Je tousse encore un petit peu parce que j'ai eu le Covid il y a 3 semaines, mais tout s'est bien passé et donc maintenant ça va mieux. Mais, tout va bien. heureusement que tu vas Je mieux. suis content de faire ça. C'est la première fois que je suis sur Twitch, donc Ouais. voilà. Ouais, On va c'est voir ça, comment c'est ça ce se que tu passe. me disais en off. Je t'expliquais que Twitch, c'est vraiment très bonne ambiance globalement. Les gens sont très bienveillants et sont très intentionnés. Enfin, je veux dire, on a une communauté, enfin surtout la communauté un peu scientifique. En général, les gens sont très curieux et aiment bien apprendre des choses, aiment bien venir poser des questions. En tout cas, moi, mes viewers sont très sympas. Donc, tu verras, tu vas passer un bon moment normalement. Alors je préfère prévenir encore une fois, comme d'habitude, si vous connaissez pas trop la chaîne, ici c'est de la vulgarisation scientifique, donc n'hésitez vraiment pas à poser la moindre question, même si la question vous paraît bête, il y a pas de question bête en fait. On prendra le temps de revenir sur des notions élémentaires. Et vous verrez que c'est pas si élémentaire que ça d'ailleurs, la science du trou noir, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus évident. Donc raison de plus pour passer du temps et raison de plus pour vous de poser des questions si vous n'avez pas compris. Parce que voilà, c'est compliqué hein, les trous noirs. Si on comprend pas du premier coup, c'est normal. En fait, il y a des choses qui sont pas forcément évidentes. Donc Olivier, on va faire un petit peu les présentations. J'ai dit déjà que tu étais astrophysicien. Tu m'as dit en off que tu travaillais bien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Absolument. Quel est un petit peu ton parcours? Comment t'en es venu à devenir astrophysicien et avoir ce job aujourd'hui? Euh, Bah, comme beaucoup de choses dans la vie par plus ou moins hasard, j'ai commencé, au départ je voulais faire de l'informatique. Puis un jour j'ai réalisé que finalement si je continuais en informatique, j'aurais jamais des réponses aux questions que je me posais justement sur la cosmologie, l'univers, les trous noirs. Et donc ça m'a provoqué une profonde peine. Ah ouais. Donc c'est à ce moment-là où j'ai réalisé qu'en fait vraiment ce que j'aimais faire c'était vraiment l'astrophysique quoi. Et ça, c'était La vers quel âge? cosmologie. C'était au lycée déjà ou c'était Non non plus tard? ça j'étais En à licence? l'université. Ok, Ouais à l'université. À l'époque c'était Doug on appelait ça. ok. Et donc à ce moment-là juste je m'étais dit que j'allais continuer des études en physique puis en astrophysique. Bah, juste parce que je trouvais ça intéressant, sans avoir aucune idée qu'un jour je pourrais peut-être éventuellement devenir chercheur. Et puis finalement, c'est au fil du temps, durant la licence puis le master, que l'idée semblait de plus en plus probable, possible. Et donc j'ai continué, j'ai fait un master d'astrophysique, le master d'astrophysique de Nice, puis après un doctorat à Nice encore. Et après, je suis parti en postdoc un peu à Paris, puis après un peu à la NASA, au JPL, du côté Ah de oui. la côte ouest, en Californie. Et voilà, et puis je suis de retour depuis 2014, et voilà. Donc, Ok, donc ça fait voilà, plus ou depuis moins. 2014 que tu es à l'Observatoire, du coup.
Mhm. Côte d'Azur. Et je me demandais, est-ce que, parce qu'on sait que l'astronomie, c'est la discipline qui s'intéresse à l'observation des corps célestes, des astres. Est-ce que toi, durant ta carrière, tu as observé différents corps ou est-ce que tu es resté un peu toujours sur le même objet? Comment ça s'est passé? Alors moi, je suis pas astronome, hein, je suis astrophysicien. Ah oui, pardon. Et en fait, astrophysicien, finalement, ça caractérise pas beaucoup ce qu'on fait, enfin, si ce n'est qu'on Ouais, travaille sur des astres. Mais en gros, dans l'astrophysique, il y a toute la physique. Parce ouais, que dans l'univers, il y a tout. Donc finalement, quand on dit on est astrophysicien, on peut être beaucoup de choses vraiment différentes. Donc moi, j'observe pas. Enfin, j'ai observé dans mon club amateur quand j'étais justement étudiant, mais d'accord. jamais de manière professionnelle. Et donc, je fais de l'astrophysique et mon domaine de spécialité, c'est la relativité générale et Hmm. les théories alternatives de la relativité générale et comment tester justement la relativité et les différentes théories de la relativité. Ça, Voilà, c'est super en gros, intéressant, c'est ça. ça ma spécialité. Je devrais t'inviter pour un Balance ta science alors, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai un autre format d'émission qui est un peu aussi une interview où on parle de sujets de spécialité de la personne et on approfondit un petit peu sa recherche. Donc oui, donc c'est très orienté cosmologie du coup, si c'est la théorie de la relativité générale. Non, c'est essayer de Pas répondre. forcément Non? cosmologie, enfin, ça fait partie en fait, ça fait partie des choses que j'étudie, mais c'est pas le truc dans lequel j'étudie enfin, c'est pas le, en fait, ce que je fais souvent, c'est j'étudie les phénomènes liés à la relativité. Ouais, Euh, et donc j'essaie de décrire des phénomènes dans un cadre d'une théorie et dans des cadres d'autres théories, puis de comparer, voir s'il y a des prédictions d'autres théories. d'accord. Et donc ça peut se faire au niveau cosmologique, comme ça peut se faire au niveau du système solaire, ça peut se faire, enfin il y a différents phénomènes Ouais, que tu peux étudier qui te d'accord. permettent de comparer différentes théories. Oui, parce Donc que... ça peut être les ondes gravitationnelles par exemple, Ouais, ça peut être simplement les données qu'on a dans le système solaire avec les sondes pour lesquelles on a des très bonnes précisions, donc on peut faire des tests de la relativité générale comme ça, enfin ça peut être différentes choses. ok, ok. Oui, parce que bon, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que la cosmologie, ça s'intéresse l'objet d'étude, c'est l'univers en lui-même et les propriétés de Mhm. l'univers. Et en Oui, fait, donc ce c'est que tu disais, aux que échelles c'est pas larges en seulement ça. général. Ouais, aux échelles très Ouais. très larges, alors que toi, tu t'intéresses pas forcément aux échelles très très larges. Mm. Euh, Ça peut m'arriver, mais c'est pas du tout D'accord. mon domaine de prédiction. Je remercie Elisure pour le raid également. On a reçu un raid de 15 personnes. Alors, le raid, pour t'expliquer un peu, parce que tu me disais que tu connaissais pas du tout Twitch, les raids, en fait, c'est que quand un streamer a fini son stream, il peut envoyer sa communauté sur une autre chaîne et pour faire une transition, c'est comme si tu déplaçais tes Ok. viewers, tes spectateurs, tu les envoyais sur une autre émission. Et donc là, il y a 15 Cool. autres personnes qui nous ont rejoints. Donc merci beaucoup, on est plus de 50. Merci à vous d'être aussi nombreux, ça va être super intéressant. On va revenir sur l'actualité et en particulier sur la photo du trou noir qui a été prise. Là, on faisait tout simplement une petite introduction pour savoir ton profil, Olivier, donc d'astrophysicien avant tout. Et donc, toi, tu te sers du coup de données qui sont déjà acquises. Tu mets en place tu crées des modèles, par exemple, et tu vas te servir, par exemple, des données des astronomes pour faire ton travail de physicien. C'est un exemple Par de... exemple, Ouais, ok. ça peut être tout à fait un exemple possible d'utiliser les données qui sont déjà là pour essayer d'aller voir s'il n'y a pas des signatures spécifiques de certaines choses. Ouais, Euh, Ça, c'est une éventualité. Une autre éventualité, c'est de proposer des observations, de dire, ah bah tiens, peut-être que d'après cette théorie, on devrait avoir telle chose qui se passe à tel endroit, donc essayez de voir si vous ne trouvez pas la signature. Et ça peut être pour un futur proche comme pour un futur bien plus lointain. Peut-être si on arrive à avoir des instruments avec une certaine précision, peut-être que dans 20 ans, on serait capable de voir certaines choses. ouais. Donc, voilà, ouais. Est-ce que tu as un exemple de phénomène, et après on en arrêtera là, on parlera vraiment du trou noir, mais un exemple de phénomène que tu penses que les gens pourraient comprendre, un phénomène que tu étudies justement, toi en tant qu'astrophysicien, sur lequel tu Alors, planches un peu? ouais, un truc un truc relativement simple sur lequel j'ai travaillé avec des collègues. Alors souvent, la science se fait quasiment tout le temps en collaboration, hein, parce qu'on a chacun notre domaine très précis de spécialité, et seul on est bien souvent incapable de faire la science de bout en bout. Donc on a besoin de s'associer avec différentes personnes qui vont avoir différents types de spécialités. Mhm. Et donc une des choses sur lesquelles j'ai travaillé avec des collègues ces dernières années, c'est justement de tester, d'utiliser les données que l'on a avec
des sondes que l'on a dans le système solaire. Donc, on peut avoir une connaissance assez fine sur leur position. Et comme elles orbitent autour des planètes, on a une connaissance assez fine de la position des planètes. Ouais. Et du coup, avec ça, on peut tester justement les lois de la relativité générale, parce que elles orbitent d'après les lois de la relativité générale. Et en particulier, on s'était intéressé à voir si la gravitation, en fait, le médiateur de la gravitation avait une masse, au lieu que ce soit sans masse, comme la lumière. La lumière n'a pas de masse, par exemple. Et la gravitation, dans le cadre de la relativité générale, n'a pas de masse non plus. Alors, c'est un peu compliqué de s'imaginer comme ça, qu'est-ce que ça veut dire une onde qui a une masse, mais bon, ça se décrit très bien mathématiquement. Et donc voilà, on a contraint ça avec les données du système solaire. On a pu dire, bon bah voilà, si d'après les données du système solaire, si l'interaction gravitationnelle a une certaine masse, elle doit être inférieure à une certaine limite. D'accord, donc là c'est en fait on attribue une masse à une parce que là tu as parlé d'interaction gravitationnelle, c'est une des 4 grandes interactions qui régissent l'univers, pour replacer ça dans le contexte, et dans cette interaction là, je savais pas qu'on pouvait on pouvait donner une masse à une interaction du coup, et en fait c'est faire une hypothèse de travail que de dire bon bah on peut lui donner une masse, et d'après ce qu'on voit, en fait, on se rend compte qu'à partir d'une certaine masse, ça marche pas. Enfin, d'accord, je vois un peu le... C'est exactement ça. Si on fait cette hypothèse et on voit que si la masse est supérieure à une certaine valeur, bah, ça colle pas du tout avec ce qu'on observe. Donc on peut dire que... On peut pas dire... C'est comme pour les... Et en quelque sorte, c'est un peu comme pour la lumière. On parle des photons pour la lumière. Ouais. Alors, les photons n'ont pas de masse. Et pour la gravitation, ce serait un peu pareil. Il y aurait des gravitons. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je peux pas. Des particules de. Oui, c'est ça. En fait, la lumière, on parle de photons pour dire que c'est les particules de la lumière. Et pour l'interaction gravitationnelle, on aurait des particules d'interaction gravitationnelle. Ça serait ça. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Bon, sauf qu'en disant ça, je dis déjà un truc qui n'est pas tout à fait correct, mais bon, ce problème de vulgarisation, c'est qu'il faut rentrer dans les détails pour... Surtout qu'en plus, c'est pas le sujet de ce soir. Mais donc, tout ça pour dire que pour les photons, la lumière, on sait que la lumière n'a pas de masse, les photons n'ont pas de masse, mais on ne peut pas le dire par la mesure avec certitude. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire leur masse doit être par la mesure. On a des contraintes, on peut dire que la masse du photon doit être inférieure à une certaine valeur. D'accord. C'est tout ce qu'on pourra toujours dire. La théorie actuelle dit que elle doit être nulle, cette masse. Oui. Mais on peut penser des théories alternatives, quoi, qui font quand même marcher le monde, enfin qui fonctionnent quand même dans un certain cadre. D'accord. Donc c'est un peu ça ton rôle, c'est d'essayer de trouver aussi des théories alternatives pour comprendre des phénomènes que d'habitude on comprend pas forcément, ou des phénomènes un peu limites peut-être. Okay. Oui, l'idée ce serait d'essayer d'éprouver les limites de nos connaissances. D'accord. En fait. On a des théories qui fonctionnent très bien, mais pour certaines raisons, on pense qu'elles ne sont pas ultimement bonnes. Okay. De la même manière que la gravitation de Newton est très bien, elle fonctionne très bien pour envoyer un satellite en orbite, il n'y a pas de souci. Mais si on veut expliquer certains phénomènes, on est obligé de passer à la relativité générale. La relativité générale est meilleure que la théorie de Newton. Bon, on s'attend par exemple à ce qu'il y ait une théorie encore meilleure que la relativité générale, par exemple. Et toi, tu challenges la relativité générale, enfin tu essayes d'aller plus loin, d'aller à ses frontières, à ses limites, ou de la modifier un peu. De tester les théories qui ont été proposées pour aller au-delà. D'accord, ok. Bon, je vois qu'il y a des questions un peu sur le sujet, mais en fait, c'est pas le sujet de ce soir, j'aurais pas dû mettre. En fait, moi, c'est pareil, je suis très curieux, et dès que j'entends des trucs que je connais pas et qui m'intéressent, j'ai envie d'aller plus loin, donc j'aurais 1000 questions à te poser encore. Mais on réservera peut-être une soirée pour un Balance ta science ou un truc vraiment spécifique dédié au sujet, parce que c'est un sujet un peu technique, et je pense qu'il y en a déjà dans le chat qui sont peut-être un peu perdus par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment pas simple. Bon, la physique de manière générale, ça peut être très technique, et ton sujet, je pense, l'est pas mal. Mais voilà, ce soir, on va revenir vers de l'actu, du coup, autour de ce cliché qui a été pris de notre trou noir au centre de la galaxie. Et c'est vrai qu'il y a Lord Gibus qui dit la nouvelle photo, c'est un deuxième trou noir, et il me semble que c'était pas le même, point d'interrogation. Oui, parce qu'il y a quelques années, pour remettre en contexte, je me souviens que dans les médias, il y avait effectivement un autre trou noir. Enfin, il y avait déjà un premier trou noir qui avait été illustré, quoi. Enfin, est-ce que déjà le terme photographié, on peut l'autoriser? Ça dépend. Hein, on peut... C'est compliqué.
Oui. On va le dire, on va le dire dans. On peut dire imagé, Imagé. Parce qu'en fait, c'est une reconstruction d'image. C'est-à-dire, c'est pas une vraie image. On utilise des méthodes très complexes qui utilisent beaucoup de mathématiques, qui utilisent les propriétés ondulatoires de la lumière. Bon, bref, enfin, ou en l'occurrence des ondes électromagnétiques. Et donc, on utilise ces méthodes très compliquées qui permettent de reconstruire une image. Mais c'est une image synthétique, c'est pas une véritable image. On n'a pas pris une photo à proprement parler. D'accord. C'est une image reconstituée à partir de différentes données qui sont accumulées à différents endroits, quoi. Donc c'était quoi ce tout premier cliché? Est-ce qu'on peut en reparler? Oui, tout à fait. Donc le premier cliché, en fait, c'était l'ombre du trou noir. On peut appeler ça l'ombre du trou noir, le donut là qu'on voit. Ouais. En forme de donut, c'était du centre de la galaxie la galaxie M87. Donc c'était le trou noir central de la galaxie M87. Ouais, je suis en train de l'afficher justement. J'ai pris un des sites que tu m'as envoyé. Il y a un cliché, il y a une image avec les deux photos. D'accord. Donc donc oui, M87, c'est une galaxie qui est loin de nous d'ailleurs. Elle est. Alors, en gros, elle est, je crois, 1500 fois plus loin que le centre de... Alors, ce trou noir, en l'occurrence, il est de l'ordre de 1500 fois plus loin que le centre de notre Voie lactée. D'accord. Donc, ça donne une échelle, en gros. Ouais. C'est vrai, ouais. Et donc, je vois qu'il y a une étoile, c'est pour... étoile, ça veut dire quoi, M87, étoile dans la nomination. Alors, l'étoile, c'est justement pour dire que c'est l'objet central. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été utilisé pour la première fois pour... Enfin, il y avait Sagittarius A étoile, qui est le centre de la Voie lactée, notre galaxie. Donc, nous, on est dans la Voie lactée. Donc, l'étoile était déjà utilisée pour dénommer le centre de notre Voie lactée. Et je crois que c'était la première fois que l'étoile a aussi été utilisée pour un autre centre galactique avec M87 étoiles. Ok. Donc, c'était un autre trou noir. Donc, il se trouve, on va dire, plus ou moins 1000 fois plus loin, mais il est aussi 1000 fois plus massif que le trou noir qu'il y a dans la Voie lactée. Ah oui. Du coup, il a une taille angulaire qui est à peu près la même, parce qu'en fait, les trous noirs sont... la taille angulaire, c'est quoi? C'est la taille sous l'angle dans lequel on voit, en fait. Quand vous voyez un objet, quand on voit n'importe quel objet, vous pouvez regarder vos objets chez vous. Quand vous regardez un objet, vous avez une taille angulaire, ce qui correspond en fait à l'angle que forme l'objet par rapport à votre œil, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Prenons l'exemple je sais pas, d'une règle perpendiculaire à soi. Ouais. Si on mesure l'angle, si on met la règle à 1 mètre, on mesure l'angle, on voit un certain angle, et si on la met plus loin, l'angle va devenir de plus en plus petit. D'accord. Et au plus c'est loin, au plus l'angle est petit. Ça, c'est la taille angulaire. Ok. Donc là, en fait, les trous noirs, il y en a un qui est très loin, donc M87, le tout premier, il est très très loin, il est 1000 fois plus loin que notre trou noir à nous, de notre galaxie. Donc on pourrait se dire il est plus petit, il est encore plus petit, mais en même temps, il est plus grand. Il est beaucoup plus gros. Il est de l'ordre de aussi 1000 fois plus gros. Okay. Et du coup, en fait, sa taille angulaire est la même. Plus ou moins. C'est pas tout à fait le cas, mais plus ou moins. Ok. Et pourquoi il est plus gros? Parce qu'il est bien plus massif. Et en fait, les trous noirs sont leur taille est proportionnelle à leur masse. Ah, d'accord. Voilà. Donc il est 1000 fois plus massif en gros, je crois que c'est pas exactement 1000 fois, c'est peut-être 2000 fois ou 1500 fois, je ne me rappelle plus exactement. Mais grosso modo, il est 1000 fois plus massif que le centre que le trou noir central de notre galaxie qui est la Voie lactée, Sagittarius, et qu'on appelle Sagittarius A étoile. Mais si la masse est proportionnelle au volume, est-ce que ça veut dire que la densité d'un trou noir est toujours la même au rayon? Ah, pardon. Ouais. Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, il se trouve que justement, alors on peut peut-être expliquer ce que sont les trous noirs. Oui. Et en fait, les trous noirs, c'est essentiellement du vide. Ah. Il n'y a pas de matière. Densité à proprement parler. Donc, en fait, un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est un volume, une sphère, de laquelle rien ne peut sortir. Pas même la lumière. C'est une zone de l'espace, quoi, en fait. Exactement, c'est une zone de l'espace. Mais c'est parfaitement immatériel. Donc, il n'y a pas de... on peut traverser, on peut rentrer dans un trou noir, on peut juste pas en sortir, mais on peut rentrer dans un trou noir. C'est parfaitement immatériel. Donc il n'y a pas quelque chose de solide qui définit le trou noir, c'est vraiment une zone de laquelle rien ne peut sortir. Et comme
rien ne peut sortir, bah, ils paraissent noirs parce que même pas la lumière peut en sortir. En gros, ça c'est la définition d'un trou noir. Et ça implique en pas fait, forcément la présence de matière, du coup. Non, non, effectivement. Donc un trou noir peut être parfaitement vide. Et qu'est-ce qu'on va voir en fait sur ces images? C'est la matière qui va tourner autour du trou noir et ça va faire un disque d'accrétion qui va finalement rentrer dans le trou noir. Et donc ce faisant, cette matière, elle va devenir vraiment très chaude. Et en fait, c'est ça qu'on observe. C'est le donut qu'on observe sur l'image que je pense que tu as dû partager. Oui, c'est ça. Donc c'est en fait cette matière qui tourne autour et qui tourne tellement vite qu'elle est un peu chaude. Enfin, que c'est la manière pour la matière d'émettre de l'énergie. Enfin, oui, tout à fait. Parce que elle tourne à de très grandes vitesses où elle est. Ouais, c'est ça. Et du coup, chaque particule va se collisionner. Il va y avoir beaucoup d'effets avec de l'électromagnétisme. On appelle ça de la magnéto-hydrodynamique. Okay. Donc il y a beaucoup d'effets. Enfin, et donc la matière, effectivement, est fortement chauffée. Du coup, rayonne dans différentes longueurs d'onde. Et c'est ce qu'on observe. Donc ce qu'on observe, en fait, c'est la matière qui est en train de tournoyer autour. De plonger dans le trou noir. Qui se fait attirer, quoi, qui se fait englober. Et le trou noir grossit aussi au fur et à mesure, du coup, que la matière tombe dedans. Enfin, on a l'impression... c'est... Ah, on a eu une mini coupure. Ouais, j'ai une coupure de connexion. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, je disais la matière, du coup, est-ce qu'elle va nourrir le trou noir au sens où quand elle va tomber dedans, le trou noir va aussi grossir en même temps. On a cette idée-là. Ouais. Oui, tout à fait. Un trou noir, quand il avale de la masse, il devient légèrement plus gros. Okay. Bon, sauf que les ordres de grandeur, là, pour le trou noir, alors que je ne dise pas de bêtises, pour le trou noir au centre de la galaxie M87, l'ordre de grandeur, c'est le milliard de fois la masse du Soleil, okay. En termes de masse. Et c'est le million de fois la masse du Soleil pour le Sagittarius A étoile, donc le trou noir central au centre de notre galaxie, la Voie lactée. C'est 4 millions de fois la masse du Soleil, de mémoire. Donc tu vois, c'est énorme. De grandeur. Ouais. Et puis c'est vraiment beaucoup de masse. Donc même si même s'il avale un Soleil entier d'un coup, il va pas beaucoup. Il va pas beaucoup bouger en taille. Sa taille restera plus ou moins la même. D'accord. Donc c'est bizarre parce que tout à l'heure tu disais qu'il n'y a pas forcément de matière, mais il avale quand même de la matière, donc la matière va quand même contribuer, va quand même jouer un rôle dans sa taille et dans son pouvoir gravitationnel, c'est ça, enfin, dans son... Ce qui va se faire en fait, c'est une fois que la matière est rentrée, en fait, elle va continuer à se diriger vers le centre. D'accord. Et d'ailleurs, on peut en parler d'abord comment se forment les trous noirs. Ouais, c'est vrai ça. Alors, en tout cas, pour ce qui est des trous noirs de masse stellaire, c'est-à-dire de quelques fois la masse du Soleil. Alors, en fait, les trous noirs, ce sont des résidus d'étoiles massives qui sont mortes. C'est-à-dire que les étoiles, d'abord, qu'est-ce qu'une étoile? On va repartir du début. Une étoile, c'est simplement une boule de gaz qui va se contracter par l'effet de son propre poids, à cause de la gravitation. Va se contracter. Et à un moment donné, le cœur de ce gaz qui est en train de se contracter va devenir tellement dense en fait que ça va entraîner des réactions de fusion nucléaire. Et donc ça va provoquer une force qui va avoir tendance au contraire comme une explosion, en quelque sorte, qui va repousser tout. Et en fait, une étoile, c'est simplement un objet qui est en équilibre entre la force gravitationnelle qui va avoir tendance à la contracter et les forces nucléaires qui vont avoir tendance au contraire à repousser la matière. Et donc c'est en équilibre, ce qui fait qu'on a un objet à peu près stable. Mais il y a des étoiles qui pulsent à cause de ça. C'est-à-dire qu'elles se contractent, là il y a un peu plus de réactions nucléaires, donc elles vont s'accroître, et puis finalement il y a moins de réactions nucléaires, donc elles vont se recontracter, et puis il y a beaucoup d'étoiles qui pulsent comme ça. Le Soleil pulse aussi, mais c'est pas très... Enfin, c'est des toutes petites pulsations. Donc toutes les étoiles pulsent plus ou moins. Mais sinon, globalement, c'est un état un peu stable, où il y a deux forces qui se compensent quasiment parfaitement, d'accord. Exactement. Et pour les étoiles les plus massives, quand elles n'ont plus de carburant pour faire la réaction nucléaire en leur centre, elles vont commencer vraiment à s'effondrer. Et quand elles sont vraiment très massives, bon, elles vont passer par différents stades d'étoiles.
Mais le stade final, si elles ont une masse suffisante, c'est que la matière, en fait, quand elle va s'effondrer, elle n'aura plus rien qui va l'empêcher de s'effondrer. Et quand elle passe une certaine taille, une certaine... quand elles ont une densité critique, Ouais, c'est ça. non, quand elles ont une taille critique, pardon, c'est vraiment la taille, Ouais. une taille critique, et ben en fait, va apparaître un trou noir d'un coup. D'accord. Et à l'intérieur de ce trou noir, il y a toujours la matière, il y a toujours cette étoile qui est en contraction. Et d'après les lois de la relativité générale, et c'est ce qui a valu notamment le prix Nobel à Roger Penrose en 2020, la relativité générale prédit que en fait, la matière va continuer à se contracter jusqu'à former ce qu'on appelle une singularité. Et ça, c'est très paradoxal. On pourra peut-être y revenir plus tard, mais c'est quelque chose de très paradoxal. Et c'est l'un des arguments pour lesquels beaucoup de personnes pensent que peut-être la relativité générale doit être améliorée. Enfin, qu'il y a peut-être une théorie qui va au-delà de la relativité générale. Parce que la singularité, c'est comme un peu un problème dans les équations. Non, c'est pas un endroit où il y a des infinis dans les équations et ouais, on atteint des limites mathématiques, on va dire. Ouais, c'est ça le souci. En quelque sorte, c'est une zone où on peut même plus définir ce que c'est que l'espace ou le temps, l'espace-temps en général. On peut même plus le définir. Okay. Or, justement, la théorie repose sur l'hypothèse qu'il y a un espace-temps. Donc, ça devient problématique parce qu'on peut même plus définir la théorie, en fait. Ouais, c'est ça. La théorie s'effondre, quoi, un peu. Ouais. Ok. Donc, ouais. Ouais, il y a un truc, à un moment tu t'es repris, tu as dit oui, c'est pas une question de densité, c'est une question de volume, plus de rayon, le trou. Mais parce que souvent on dit que n'importe quoi peut être un trou noir pour peu qu'on le mette dans un certain volume. Par exemple, on dit notre soleil, par exemple, notre étoile, on pourrait si on le compactait dans un volume de je sais plus trop quelle taille, un ballon de foot ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus ce que c'est l'analogie. Il pourrait devenir un trou noir. De mémoire, c'est 3 km pour le Soleil. Ah, c'est 3 km. Ah oui, non, c'est plus et 3 cm pour la Terre. De mémoire, oui, c'était la Terre. Pareil, je peux me gourer, ça c'est des souvenirs. Mais ce que je voulais savoir, c'est que là, j'ai plus l'impression que c'est une question de densité, parce que c'est en contractant la matière, en la mettant dans un volume plus petit, parce qu'on prend la même masse, on la met dans un volume plus petit, donc là, c'est... Oui, au final, enfin, c'est lié, en fait. En fait, à partir du moment où son rayon est inférieur à ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, et ce rayon de Schwarzschild est proportionnel à la masse. D'accord. Donc, on va prendre l'exemple du Soleil. Le rayon de Schwarzschild, en fait, il est défini comme étant, alors pour l'expression mathématique, c'est la constante de Newton fois la masse divisée par la vitesse de la lumière au carré. Peu importe ce que ça veut dire. Mais en gros, pour le Soleil, on va dire que ça va être de l'ordre de 3 km de rayon. D'accord ? Donc, si on met la masse du Soleil effectivement dans un volume dont le rayon est inférieur à 3 km, et ben on a un trou noir. D'accord. Ok. Ça marche. Donc, oui, c'est bien lié aussi à une notion de densité de matière, parce que oui, ça va être la matière qui va être tellement importante à un endroit, la masse tellement concentrée à un endroit, que la gravitation va être très élevée, et tellement élevée que la lumière, en fait, elle-même ne pourra pas s'échapper de l'attraction gravitationnelle, quoi. Exactement. Exactement. D'une certaine manière, on peut aussi se le représenter en imaginant si on est avec une fusée à la surface de la Terre, il faut une certaine puissance pour pouvoir arriver à s'échapper de la gravitation terrestre, de l'attraction terrestre. Si on a une planète plus dense, on va devoir nécessiter encore plus de puissance. Et pour les trous noirs, en fait, même la lumière n'arrive pas à sortir de cette zone. Tellement que l'interaction gravitationnelle est forte, quoi. Il y avait des questions que je vais prendre un peu. Il y a J. Fereux qui demandait: le trou noir est lui-même en rotation? Si oui, est-ce qu'on peut le mesurer? Alors, et quelqu'un qui disait: il y a différents types de trous noirs, ceux qui sont statiques et ceux qui sont en rotation. Est-ce que tu peux faire un mini topo là-dessus sans faire non plus un cours sur les trous noirs? Mais, Effectivement, donc on appelle ça des solutions de la relativité générale. Les trous noirs sont des solutions des équations non linéaires de la relativité générale. Donc c'est des choses qui sont pas simples a priori. Et effectivement, il y a différents types de trous noirs. Il y a des trous noirs qui sont parfaitement sphériques. On appelle ça les trous noirs de Schwarzschild. Et sinon, après, il y a les trous noirs de Kerr, qui sont des trous noirs en rotation. Donc, qui a priori sont les trous noirs les plus communs dans l'univers, parce que en fait, dès qu'il y a quelque chose qui tombe sur quelque chose, il y a en général de la rotation. Les planètes et les étoiles, tout ça, c'est toujours quasiment en rotation. Donc, on s'attend à ce que ce soit la même chose pour les trous noirs.
grande partie, hein. Mais la rotation peut être plus ou moins élevée. Il y a aussi un type de trou noir qui pourrait avoir une charge électrique, mais ça, on ne s'attend pas à ce que ça existe trop dans l'univers, parce que, en général, pour avoir quelque chose qui est beaucoup chargé, il faudrait mettre que des charges positives ou que des charges négatives à l'intérieur du trou noir, et en général, la matière, plus ou moins, c'est neutre, hein. S'il y a beaucoup d'électrons qui tombent, il va y avoir beaucoup d'ions, enfin, en général, ça s'équilibre à ces échelles-là, donc les trous noirs chargés, il n'y en a pas trop. Donc, la première question, c'était est-ce qu'on peut déterminer si le trou noir est en rotation ou pas? Oui, c'est ça. Et donc en l'occurrence, avec ces observations, alors c'est pas encore une preuve définitive, mais cette observation-là particulièrement semble indiquer qu'effectivement, semble favoriser les modèles de trous noirs en rotation. Ok. Donc, il semblerait effectivement que le trou noir de notre Voie lactée soit effectivement en rotation. Donc ça c'est fou parce que tu fais bien la différence entre ce qui relève de la théorie, parce que en fait pendant longtemps les trous noirs ont été des objets théoriques en fait qui sont issus des lois de la relativité, et j'ai l'impression que c'est en fait assez récent qu'on peut on a des données qui sont issues d'observations et avec lesquelles on peut confirmer ou infirmer du coup la théorie. C'est ça qui est... Absolument. Il y avait un certain nombre de preuves indirectes de l'existence des trous noirs par leurs effets indirects liés aux jets qu'ils peuvent avoir, par exemple, qu'on ne peut pas expliquer si on ne met pas un trou noir au milieu, par exemple. Au jet, c'est-à-dire au jet, pardon, ils peuvent avoir des jets de matière qui partent perpendiculairement au disque d'accrétion. D'accord. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir différents indices qui sont difficilement explicables sans trou noir. Donc il y avait quand même de bonnes indications que les trous noirs existaient, mais là on arrive à une époque où presque on les touche, quoi. Enfin, c'est de manière métaphorique. Enfin, on les voit, quoi. On voit vraiment on voit quasiment ce qui les caractérise, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'horizon des événements. Alors, c'est pas ce qu'on voit sur l'image, tout à fait, mais presque. Qu'est-ce que c'est que l'horizon des événements? C'est vraiment ce qui caractérise un trou noir, c'est justement cette surface. Donc, dans un trou noir, donc j'ai dit, c'est un volume duquel on ne peut pas sortir. Et donc, ce volume, il est en gros entouré par une surface. Donc, l'horizon, c'est la surface qui contient ce volume. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la limite, quoi. La limite qui empêche à tout de sortir de ce volume, même la lumière. D'accord. Donc là, on arrive à un moment où vraiment on peut étudier les trous noirs de près et donc vérifier qu'effectivement, ça colle toujours bien avec ce qui était prédit par la relativité générale, et c'est ça qui a été observé en l'occurrence ici. Ok, parce que là, on a observé, oui, avec ces clichés-là, on le voit pas forcément, c'est pas évident pour un néophyte, mais on a pu montrer qu'il y avait des rotations et qu'il y avait des jets de matière, du coup, de part et d'autre. Alors non, pas pour celui-là. Ok. Et d'ailleurs, en fait, de ce que j'en sais pour ces jets de Sirius à étoiles, il n'y a pas de jet qui a été observé de manière générale, même avant ces observations. Et du coup, justement, il y avait une incertitude sur l'orientation de la rotation du trou noir, contrairement à M87 étoile, parce qu'il y a un gros jet qui est très visible. Et du coup, ça indique la direction perpendiculaire de la rotation. De la rotation. Ok. Donc ça, c'était pour M87. Donc on avait une bonne idée de comment était orienté le trou noir de M87. Enfin, l'accrétion. Et par contre, pour Sagittarius A étoile, c'était il n'y a aucune indication qui permettait. Il n'y a pas de jet. Enfin, il n'est pas visible en tout cas. Le jet n'est pas visible. Et justement, ces observations semblent indiquer, et ça c'est quand même quelque chose d'assez bizarre, qui n'est pas compris pour le moment et qui va être étudié par la suite, semble indiquer qu'on voit le disque d'accrétion en fait est tourné vers nous. C'est-à-dire qu'on ne voit pas sur la tranche. Hein, pourtant, on est dans le plan galactique, donc on pourrait naïvement s'attendre à ce que le disque du trou noir soit aussi dans le plan galactique. Oui, c'est ça. Et bien, pas du tout. En fait, on le voit par-dessus. Enfin, on a l'impression que oui, c'est 30 degrés près. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'on voit le trou noir par le dessus comme ça, parce qu'on voit le disque. Donc, pour rappel, le disque d'accrétion, c'est cette matière qui tourne autour du trou noir
et qui est fortement énergisé, on va dire, à cause de toutes ces frictions, à cause de cette force de gravitation très, très puissante. Et ça fait comme, en fait, c'est comme lors de la formation un peu du système solaire, et, enfin des systèmes planétaires. Vous avez un disque de matière qui tourne autour de l'étoile naissante. Bon, bah là, c'est un peu grossièrement pareil, c'est-à-dire que vous avez au centre le trou noir et de la matière qui tourne autour. Mais là, oui, effectivement, par C'est dans, rapport dans le, à notre galaxie, on a l'impression de le voir de dessus. Mais comment ça se fait du coup, alors qu'on est censé être dans le plan, on est censé le voir sur le côté? C'est quoi, Bah ça c'est pour le ça vient moment d'où? enfin un mystère, Ah, cette coïncidence, enfin ça semble être une coïncidence. Après, c'est pas une certitude. Alors juste, je t'ai envoyé dans le chat de l'outil un lien vers une vue ah oui, d'artiste de ok, je vais aller voir ça. ce disque d'accrétion. C'est une vue d'artiste. Hein. Et, euh, et donc c'est juste quelque chose qui n'était pas attendu et qui a été observé. Alors c'est pas sûr à 100%, hein, c'est juste que les modèles semblent privilégier, d'après l'image qu'on a, une orientation qui est plutôt tournée vers nous, pas complètement. Et ce qui est Ah oui, ça privilégié, serait comme c'est ça. qu'il y a un degré de 30, enfin qui est 30 degrés, donc ça va être plutôt soit comme ça, soit comme ça. Enfin c'est pas exactement tourné vers nous, mais c'est quand même relativement tourné vers nous, ce qui est surprenant. Hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas attendu. Et c'est une première information qu'on n'aurait pas pu avoir Sans les sans données. cette image. Ah oui, c'est ça. Exactement. On ne savait pas du tout l'orientation et avec les données, on a appris l'orientation de Mm. notre trou noir au centre de notre galaxie. Et du coup, déjà, ça permet de le dire. Bon, ça, c'était quelque chose qui était connu, il me semble, par ailleurs, pour les trous noirs supermassifs, que leur disque d'accrétion n'est pas forcément dans le plan galactique. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est une question un peu générale dans tous les centres de galaxies, il y a un trou noir du coup? C'est un... Alors, ça, c'est pas ma spécialité. Il me semble que non. Ok. Mais je peux pas dire Ok. à 100% et je peux pas dire quel type de galaxie est censé avoir un trou noir supermassif à son centre ou pas. Et Je moi, suis pas sûr, il me semble que non, et notamment il me semble que certaines peuvent être dépossédées, qu'il y a des processus dynamiques qui permettent de déposséder certaines galaxies de leur trou noir central, il me semble, mais c'est pas mon domaine d'expertise, donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. ça marche. J'avais une question par rapport au jet qui a l'air de partir du trou noir. Je croyais que rien pouvait échapper d'un trou noir. Comment ça se fait qu'il sort du trou noir? On a l'impression. Tout à fait, parce que en fait, il y a pour les trous noirs en rotation, il y a plusieurs surfaces, en fait, plusieurs zones à différents rayons du centre Il y a plusieurs phénomènes qui se passent en fonction de... qui ont différentes propriétés. Et les trous noirs en rotation ont une propriété telle que en fait, tu peux récupérer de l'énergie enfin, ce qui pourrait déjà s'apparenter à l'intérieur du trou noir, mais t'es pas vraiment... T'es pas dedans. C'est à la fois, à la limite un peu. En fait c'est technique. ouais. La question était fourbe, j'avoue. Non, mais c'est une très bonne question. En fait, c'est juste parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que c'est un volume à partir duquel tu peux plus ressortir. Ça, Ouais. c'est vrai pour les trous noirs sphériques. D'accord. Et pour les trous noirs en rotation, ça devient un peu plus complexe que ça. Et Ok. du coup, pour les trous noirs en rotation, tu peux effectivement avoir des phénomènes qui font qu'après, tu as un jet qui part de manière perpendiculaire et un jet très, très énergétique parce que tu peux récupérer beaucoup d'énergie du trou noir, en fait, de la rotation du trou noir. Ok. Il y a quelqu'un qui parlait du rayonnement d'Hawking dans le chat, mais ça, c'est autre chose, non? Tout à fait. Donc ça, c'est un truc, le rayonnement d'Hawking, donc c'est si on prend des effets de mécanique quantique en compte, en ce qui concerne la matière, pas en ce qui concerne la gravitation, mais en ce qui concerne la matière, les trous noirs devraient rayonner très légèrement. Mais la température de Hawking ou l'amplitude de ce rayonnement est inversement proportionnelle à la masse. C'est-à-dire que pour un trou noir très massif, en fait, ce rayonnement est indiscernable, et invisible. Okay. Il faudrait vraiment avoir un trou noir, un tout petit trou noir, pour que le rayonnement de Hawking soit mesurable. Et donc c'est à cause d'effets quantiques plus que relativistes, c'est ça, c'est la théorie? Tout à fait. Enfin, c'est un mélange, c'est un mélange entre la relativité et certains aspects de mécanique quantique. Ah, donc c'est une théorie qui veut essayer de mêler les deux, c'est ça? C'est ce qu'on appelle une théorie semi-classique. Semi-classique. Ouais, c'est-à-dire que c'est une théorie où l'espace-temps est considéré de manière classique. D'accord.
parce qu'on n'a pas de théorie de gravitation quantique, mais la matière, elle, se comporte de manière quantique. Wow. Donc c'est semi-classique parce qu'on a d'un côté la gravitation qui est toujours classique, mais le reste qui est quantique. Donc c'est un mélange un peu ad hoc, mais qui devrait fonctionner. Enfin, le rayonnement de Hawking est une prédiction, est une hypothèse, mais n'a pas été vérifiée expérimentalement. Il y a peu de doute que ce soit le cas, mais ça, il faut quand même le préciser. Il y a peu de doute que ce soit pas le cas. Enfin, que ce soit pas le cas, oui, qu'il existe vraiment. Ouais, okay. Parce que la théorie est plutôt solide sur ce rayonnement. Oui, c'est ça. Il y a peu de doute que le rayonnement Hawking n'existe pas. Attends. Il y a double négation là. En fait, il est probable que ce rayonnement existe, même si on ne l'a jamais observé. Voilà, comme ça c'est mieux formulé. D'accord. Et donc une manière de le représenter dans la vulgarisation, c'est que en fait au voisinage des trous noirs, tu peux avoir des paires de particules en petites particules qui sont créées, mais il y a une paire, enfin une des parties de paires qui rentre dans le trou noir et l'autre partie qui part. Et ça aussi, ça paraît assez paradoxal, mais ça veut dire que ça voudrait correspondre comme si le trou noir en fait avait émis cette particule. Et du coup, de cette manière, il perd de l'énergie. Ça paraît assez paradoxal à expliquer comme ça. Et en plus, je suis pas sûr à 100% que mathématiquement, ce soit la meilleure explication pour la meilleure image pour expliquer. Exactement. Ouais, c'est un peu technique. Bon, vous inquiétez pas, ceux qui sont dans le chat là, qui ont peut-être décroché parce qu'on est parti dans des considérations un peu techniques. On va revenir vers quelque chose de plus accessible parce qu'on va reparler de la mise en évidence, l'observation, en fait, la génération plutôt de ce cliché. Hein. Là, je montrais pour ceux qui viennent d'arriver éventuellement la comparaison des deux clichés. Donc, il y avait M87 étoiles. Donc, M87, c'est une galaxie qui est à une distance 1000 fois plus éloignée de nous que notre centre de galaxie qui est Sagittarius A. Et bon, bref, ça, ce cliché, M87, c'était quand? C'était en 2000... C'était il y a quelques années, mais je me souviens plus en quelle année c'était. Il y a 2 ans, 3 ans. 2018 ou 2017, ça si je m'en tellement souviens. Vite. 2018. Et un truc aussi qui est intéressant, attends, je t'envoie le lien dans notre chat à nous et tu pourras peut-être le transférer. C'est cette image, je sais pas si c'est celle que tu avais partagée en particulier ou pas. L'image d'artiste, tu veux que je le remette? Non, je viens de l'envoyer là, le lien. Ça marche. Donc, c'est bon, comparaison des tailles, c'est pour donner une échelle de la taille de ces trous noirs. Donc à droite, on a Sagittarius A étoile et on voit l'orbite de Mercure. Donc si on avait le Sun qui était le Soleil qui était au milieu, ça donne une idée de l'échelle de cet anneau. D'accord, l'orbite de Pluton ici. Oui, parce que Voyager 1, c'est une sonde qui a été envoyée par l'humanité, c'est quoi, dans les années 80 ou quelque chose comme ça, 90 plutôt, enfin 80. Et qui maintenant est dans le milieu interstellaire, enfin qui a dépassé du coup une des zones d'influence du Soleil. Je crois que c'est l'héliopause, un truc comme ça. Donc ça donne une image de la taille de ce trou noir, c'est-à-dire que le système solaire intégralement serait complètement dedans, quoi, en fait, serait englobé. C'est-à-dire que c'est vraiment il est vraiment très très grand. Oui, parce que là, à droite, c'est Sagittarius A et M87, c'est à gauche. Là. Donc, oui. Donc, ouais, c'est vraiment un désordre de grandeur plus grand. Ce qui est important à voir avec ce zoom, là, justement, pour Sagittarius A étoile, c'est qu'il zoome sur une zone qu'on n'arrive même pas à identifier. Ça ressemble à un point, ce zoom. Hein, c'est pas le cercle qu'on voit sur l'image de gauche. C'est vraiment un point, c'est-à-dire ça montre vraiment à quel point la taille est différente entre les deux trous noirs. Mais comme un est 1000 fois plus près que l'autre, grosso modo, et ben on le voit, on peut faire une image sensiblement... enfin, on a la même résolution pour faire une image. Ça marche. Pour reconstruire une image. Oui, c'est ça, mais c'est ce que tu disais au début. Il est en fait, même si M87 est plus loin, il est plus gros, et donc en fait... l'angle, enfin comment ça, c'est la distance angulaire, c'est ça, et équivalente quoi. Pardon, du coup tu me l'as enlevé. Le truc angulaire, il y a angulaire dedans. Je me souviens, il y a l'adjectif angulaire. La taille angulaire. La taille angulaire.
Et pour reprendre l'idée de tout à l'heure de la règle, si on met une règle perpendiculaire comme ça à soi, si elle est à 1 mètre, on la voit avec un angle qui est plus grand que si elle est à 10 mètres. Mais par contre, si je mets une règle de 10 cm à 1 mètre ou une règle de 100 cm à 10 mètres, attends, j'ai dit une bêtise. On peut pas tromper une fois. On va voir le même. Elles auront la même taille angulaire. Ouais. Ah, si je comprends. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Si je mets un objet d'1 mètre à 1 mètre, ou si je mets un objet de 100 mètres à 100 mètres, et ben, je peux mettre l'objet de 1 mètre devant l'objet de 100 mètres et oui, ça sera équivalent. Ça sera équivalent. Derrière. Voilà. En gros, vous pouvez jouer. Si clair, mais... Non, mais oui, enfin, moi je vois parce qu'on en a un peu discuté déjà, mais c'est l'histoire des distances et des tailles. En gros, là, tout ça pour dire que les deux trous noirs ont été vus à une taille équivalente, malgré le fait qu'il y en a un qui soit bien plus gros, mais celui qui est bien plus gros, il est bien plus loin. Donc en fait, c'est kiff ça se. Ouais. Attends, je crois avoir vu une animation justement sur une vidéo où tu vois le truc. En tout cas, petite correction pour Voyager, merci beaucoup le chat de m'avoir corrigé, c'est plus fin des années 70. 70, vidéo comparaison. Oui, l'exemple, ça peut être la Lune ou le Soleil aussi. C'est vrai que la Lune et le Soleil ont des tailles équivalentes pour nous observées depuis la Terre. Mais c'est parce que la Lune est bien plus proche que le Soleil. Voilà, je crois que c'est 7. C'est une bonne analogie, ça. Voilà. Alors, j'envoie la vidéo dans notre chat et comme ça, tu peux la partager pas de souci. À tout le monde. Voilà, je viens de te l'envoyer. C'est bien, ça, toutes ces ressources qui sont proposées par le programme. Je trouve, il y a une très forte communication de cet événement et c'est fou que... Bah, c'est quand même historique de pouvoir voir des trous noirs et le trou noir de notre Voie lactée, c'est des choses vraiment qui feront l'histoire de la science. Oui, bien sûr. Donc là, cette vidéo, je sais pas si tu as pu la partager déjà. Mais au début de la vidéo, en gros, on voit qu'il y en a une qui est 1000 fois plus loin et du coup, elle apparaît de la même taille à peu près. Et là, on est en train de la grosse. Ah, on fait rapprocher M87. On l'a fait rapprocher et du coup, on voit qu'elle grossit. Et après, il y a une comparaison de la taille des deux. Donc oui, l'image, la distance initiale, c'est c'est ce qu'on voit en fait depuis la Terre. Et après, on fait une expérience de pensée où en fait on fait rapprocher M87 de nous et on la met à une distance équivalente à celle de notre trou noir. Et on voit que c'est beaucoup trop gros. Donc oui, parce que notre trou noir, il est à 27 000 années-lumière. Donc c'est ça, si on voulait aller dans notre trou noir, il faudrait qu'on voyage 27 000 ans à la vitesse de la lumière pour l'atteindre. Alors non, à cause des faits relativistes, c'est pas le cas. Ah mince. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle on va aller. En fait, on pourrait y aller dans une vie, si on accélère suffisamment fort, on pourrait y aller tout à fait dans une vie humaine. Ouais. Mais c'est juste que si on revenait, par contre, il n'y aurait plus personne sur Terre depuis longtemps. Enfin, c'est ça. Tout le monde serait vieux de plusieurs milliers d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années. Oui, tu as raison. En fait, pour un observateur extérieur qui reste sur la Terre, il s'écoulerait 27 000 ans si on allait à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas possible, mais on va dire, si on se rapproche vraiment de la vitesse de la lumière, il se passerait, admettons, 30 000 ans pour y aller, et donc 30 000 ans pour revenir, admettons qu'on puisse faire l'aller-retour. Et ça mettrait combien de temps pour quelqu'un qui est dans le vaisseau? Ça dépend, il faut faire le calcul de la Allez, le chat, on vous met à contribution. Bon courage. En fait, oui, ça se fait. Ça se fait facilement parce que c'est la formule de Pythagore pour un espace-temps. En fait, c'est une formule de Pythagore modifiée. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, Pythagore, c'est x carré plus y carré égale z carré. Et ben pour l'espace-temps, cette formule de Pythagore est légèrement modifiée. En fait, c'est au lieu d'avoir un plus, avec le temps, on a un moins. Et du coup, on peut obtenir très facilement comme ça le temps que ça mettrait en fonction de la vitesse à laquelle on va. On peut faire le calcul vraiment très rapidement. Mais en fait, ce qui compte en relativité, c'est ce qu'on comprend avec la relativité générale. Ça, c'est une technique, juste pour quelques-uns peut-être qui connaissent un peu. Ce qui est important, en fait, c'est l'accélération. C'est vraiment ça qui détermine
les effets. La différence de temps qui va s'écouler entre les différents observateurs. Ok. Il y a une question de chez nous sur la photo, avant qu'on ait le cliché de notre trou noir, en fait. Est-ce que depuis quand on a été à peu près certain qu'il y avait un trou noir au centre de notre galaxie, en fait ça remonte à quand Alors ça, je peux pas le dire. Il y a beaucoup d'indices observationnels qui le suggèrent à différents niveaux. Mais en 2020, le prix Nobel a été attribué justement pour avoir montré que des étoiles orbitent autour du centre de notre galaxie. Et à partir de l'orbite de ces étoiles, l'orbite fait, pour certaines, c'est de l'ordre de 20 ans, l'ordre de grandeur du combien de temps ça met à tourner autour de ce centre galactique. Ouais. Et à partir des orbites, on est capable de déterminer la masse de l'objet central. C'est ce qu'on fait dans le système solaire. À partir de l'orbite des planètes dans le système solaire, on peut dire quelle est la masse du Soleil. D'accord. On peut faire pareil avec les étoiles qui orbitent au centre de la galaxie. Et quand on estime la masse en faisant ça, on estime la masse de cet objet qu'on ne voit pas. Et c'est de l'ordre de 4 millions de fois la masse du Soleil. Et donc ça, c'était très cohérent avec le fait qu'il y avait un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil. Ouais, parce qu'avec cette masse-là, on peut imaginer qu'il y a un trou noir, quoi. Ouais. Alors le comité Nobel a été très précautionneux dans son annonce, parce qu'ils ont décerné le prix Nobel pour l'observation, pour la mise en évidence qu'il y avait un objet... Recoupure, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas, il va revenir dans quelques instants. C'est assez commun comme phénomène, il avait déjà eu un petit souci de co. Voilà, le retour. Ouais, voilà, pardon. C'est marrant parce que avant le live, déjà en off, t'avais prédit en fait les coupures. T'es astrophysicien jusqu'au bout des doigts. Hein. Tu connais même le. J'ai fait les fréquences. La fréquence de coupure de ta connexion internet, quoi. C'est incroyable. Ouais, des heures et des heures de téléconférence avec les collègues. Donc je disais... le prix Nobel a été attribué par rapport au fait d'avoir mis en évidence la présence d'un objet lourd, quoi, c'est ça, au centre ? D'un objet supermassif et compact, qu'on ne voit pas, mais il ne disait pas précisément que c'était un trou noir, parce qu'on n'était pas sûr à 100%. Et là, on n'en est pas encore sûr à 100%, parce que ça pourrait être des objets plus exotiques, mais ça commence vraiment sincèrement à sentir le trou noir. Ouais. Même si les trous noirs n'ont pas d'odeur. Je crois qu'en anglais, l'expression, c'est ça commence si ça bouge comme un canard, si ça quaque comme un canard, c'est que vraisemblablement c'est un canard. Je vois. Voilà, c'est une expression anglaise francisée. Ok, moi je voulais, parce que là le temps file, ça fait déjà 1 heure que t'es là, c'est passé super vite, mais je voulais pas te prendre toute ta soirée, je voulais revenir quand même sur la découverte la mise en évidence de ce cliché-là et du coup du trou noir. Comment ça s'est fait? Quelles ont été les techniques? Tu m'as donné des liens vers des sites de l'ESO, du coup, European Southern Observatory, avec mon anglais un peu coupé au couteau. Donc en français, l'Observatoire européen austral. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, ce sont en général l'ESO, c'est tous les télescopes qu'il y a dans l'hémisphère sud. Ok. Il y en a beaucoup. Dans l'hémisphère sud. Et il y en a quelques-uns, notamment au Chili, avec le VLT qui est au Chili. Donc c'est le programme de... quand on dit européen, c'est parce que c'est le programme européen de... C'est l'ESA en fait Non, ça n'a rien à voir avec l'ESA. Et par contre, quand on dit européen, qu'est-ce que ça implique précisément? Que ça veut dire en fait? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas à quel point... c'est l'Union européenne qui finance ces projets, non? C'est pas ça? Je suis pas sûr justement, non je crois pas. Ah. Mais je connais pas les détails. Du coup, comme je suis pas astronome, je connais pas bien la politique de l'ESO et d'où vient les financements. C'est comme l'ESA par exemple, il n'y a pas que des... Oui, il n'y a pas que les pays européens, oui, c'est vrai. Il n'y a pas Canada, que les pays européens par exemple. Le Canada est un exemple. Donc là, oui, tu m'avais dit, tu m'avais confié, enfin, de partager cette page-là en me disant, là, il y a un petit montage photo qui regroupe les différents télescopes de ce programme-là, de cet observatoire. Voilà. Donc, c'est des radiotélescopes, c'est-à-dire qu'ils observent dans des ondes électromagnétiques, des ondes radio.
Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est en gros la lumière, c'est des ondes électromagnétiques qui ont une certaine fréquence qui font qu'on peut la voir. Notre œil peut voir ces ondes électromagnétiques, mais quand la fréquence devient trop faible, eh ben, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais c'est quelque chose qu'on peut détecter avec des antennes ou des radiotélescopes. Donc là, sur le montage que tu as dû partager, effectivement, on voit différents types de radiotélescopes. Ça ressemble à ça, les radiotélescopes, ou c'est ce qu'on voit notamment dans le film Contact, que peut-être certains d'entre vous ont pu voir. Et que si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande. Même s'il est un peu vieux maintenant, ça reste un classique. Une référence, un classique. Ok, et en fait, ce qui est d'autant plus formidable avec cette découverte, avec ce cliché, c'est que c'est une collaboration du coup de plusieurs télescopes qui ont chacun fait l'observation de leur côté et ont collecté des données, et après c'est le rassemblement de ces données qui a permis de générer l'image, c'est ça? Exactement, de reconstruire l'image, le terme, c'est vraiment reconstruire. Une reconstruction. D'accord. Et effectivement, en fait, ça utilise une technique qui s'appelle une technique d'interférométrie. Et effectivement, c'est une technique qui permet de combiner les données de différents radiotélescopes pour avoir quelque chose pour avoir certaines informations, comme si on avait un radiotélescope de la taille de l'écart qu'il y a entre les différents radiotélescopes. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est en partie vrai. Et ça, c'est lié à la nature ondulatoire des ondes électromagnétiques. Ok, donc de la lumière qu'on collecte de... Voilà. Ouais. Alors pour la lumière, par exemple, c'est ce qui va être fait au VLT. Il va y avoir différents télescopes dont on va faire directement interférer la lumière entre elles. On va prendre la lumière de chacun de ces télescopes au VLT. Il y a différents télescopes. Donc le VLT, c'est le Very Large Telescope. Donc ça, c'est dans l'optique. Enfin, c'est dans l'optique, c'est dans le visible. Enfin, c'est pas que dans le visible, mais c'est de l'optique. Donc Very Large Telescope, ça c'est les télescopes de l'ESO qui n'ont pas été utilisés là. D'accord. C'était juste pour donner un exemple. D'accord, d'interférométrie du coup. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, en gros, ça ressemble à 4 gros télescopes. Et on peut prendre la lumière de ces 4 télescopes et la combiner pour obtenir une image comme si on avait en fait un seul gros télescope. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est l'idée qu'il y a derrière. Okay. Et l'avantage avec les radiotélescopes, c'est qu'on peut le faire avec de la donnée enregistrée. Ce qu'on peut pas faire avec de la lumière. Avec la lumière, on est obligé de faire interférer la lumière entre elles. Et pour des raisons techniques, qui est un peu difficile à expliquer, mais pour les ondes électromagnétiques, on peut enregistrer séparément, chacun de leur côté, et après coup, combiner les données pour avoir le même effet, c'est-à-dire comme si on avait un télescope qui était vraiment gigantesque avec tous ces télescopes. Parce que là, en gros, c'est des radiotélescopes qui sont répartis partout sur la planète. Oui. Donc l'idée, en fait, c'est d'obtenir, au final, de réobtenir une image comme si on avait un radiotélescope de la taille de la Terre. D'accord. Alors, encore une fois, c'est pas tout à fait vrai, mais en gros, c'est l'idée. En fait, ça crée une sorte de télescope virtuel qui a une méga antenne, quoi. C'est comme si elle avait une méga parabole de ouf qui fait une taille énorme, et plus la parabole a une grosse taille, mieux la résolution est, c'est ça? Enfin, je dis résolution, oui, c'est pas le bon terme. C'est la résolution, tout à fait ça, c'est la résolution. Oui, c'est ça l'idée. C'est ça que cette méthode permet... Cette technique permet en partie de faire. Alors en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pas tout à fait vrai de le dire ainsi. Ouais. Mais oui, c'est l'idée. Ok, donc chaque télescope récolte la lumière qu'il voit. Alors c'est du coup, de ce que j'ai compris, c'est pas la lumière du trou noir lui-même, parce que le trou noir il est noir, mais ça va être la lumière du disque qu'il y a autour, du coup, qu'on voit. Et du disque émise, du disque, la lumière émise à une certaine fréquence bien particulière qui peut être observée par ces radiotélescopes. Oui, c'est ça. Parce que le disque, il va émettre dans plein de lumières différentes. Il y a plein de phénomènes différents qui peuvent se faire dans le disque. Et en l'occurrence, il y a certains phénomènes qui vont émettre aux fréquences qui peuvent être observées par les radiotélescopes. Oui, c'est vrai que j'ai dit lumière, il faudrait plutôt que je dise onde, mais je parle de lumière au sens général, pas forcément la lumière visible. Mais c'est vrai qu'il faut pas se tromper. Là, la couleur orange jaune, c'est pas de la lumière orange jaune qui a été trouvée et qu'on a photographiée. Non, oui, c'est colorisé. C'est colorisé, c'est en fausse couleur. En fait, ça c'est des ondes radio, donc ça n'a
pas de couleur en fait. Donc c'est un cliché qui est reconstitué à partir des ondes radio. Ouais. Absolument. Par contre, le disque, on sait que, vraisemblablement, il émet aussi dans le visible, donc il aurait une couleur si on devait le voir. Ouais, c'est ça. Oui, si on devait le voir, justement, ce que dit Alex, c'est qu'on verrait pas du tout ça. Enfin, on verrait quoi, de la lumière blanche plutôt. On verrait toutes les gammes de longueur d'onde, donc toutes les couleurs, un arc-en-ciel. Je sais pas ça, et je pense que ça dépend beaucoup des modèles de matière qu'on a dans le disque d'accrétion, des phénomènes physiques d'émission à l'intérieur du disque d'accrétion. Donc ça, c'est pas du tout ma spécialité, donc je sais pas quelle couleur il est. On serait censé le voir. D'accord. Ça, je peux dire. Ok. Et oui, parce que là, dans les phénomènes, tu as dit que c'était très énergétique autour d'un trou noir, donc on peut s'imaginer qu'il y a des tas et des tas de longueurs d'onde qui sont émises en fonction des phénomènes physiques qui s'y passent, quoi. Donc c'est un sacré bordel, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est possible de voir ce détail-là, cette délimitation, c'est que possible avec les ondes radio, avec d'autres types d'ondes, on ne serait pas capable de générer des clichés comme ceux-là, où il y a des problèmes techniques qui nous empêchent de faire ça. Oui. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la lumière, on va dire, plus ou moins visible. Oui, c'est ça. Malheureusement, on est obligé de faire interférer la lumière en temps réel. Ok. On ne peut pas enregistrer l'image et la faire interférer après coup. C'est pas possible avec la lumière. En gros, oui, quand tu dis la lumière, c'est la lumière visible, c'est ça Ouais, visible ou proche, visible, infrarouge. D'accord. Et du coup, ça limite beaucoup la taille que tu peux faire pour avoir ce télescope synthétique, entre guillemets. C'est-à-dire que tu es limité par des écarts entre les télescopes qui te permettent quand même de faire l'interférométrie. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, parce qu'en fait, l'interférométrie, ça se base sur physiquement, on a besoin de faire déplacer des faisceaux de lumière. On collecte la lumière et la lumière, on la fait déplacer via des jeux de miroirs, etc. Et on la fait interagir avec l'autre faisceau. Et donc, il faut que les télescopes soient proches. Donc, s'ils sont proches, ça va vous créer un télescope virtuel qui va être moins grand, donc qui va donner une résolution moins importante que si vous mettez des télescopes partout sur Terre et que vous faites comme ce qu'ils ont fait là. En fait, si on voulait utiliser l'interférométrie, et avec des télescopes très éloignés pour faire une méga antenne, il faudrait qu'on fasse circuler les faisceaux de lumière récoltés sur des très très grandes distances. En fait, ça serait niveau technique impossible, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, la résolution qu'il faut pour voir ce genre de détails, c'est un télescope de la taille de la Terre. C'est vraiment. C'est ça. Et donc ça, c'est accessible qu'avec des radiotélescopes. Parce que pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec les radiotélescopes, on peut enregistrer les données, les faire interférer entre elles après coup. Ce qui n'est pas le cas avec la lumière. D'accord, on fait interférer les données plus tard. En fait, de manière technique, en fait, c'est qu'on peut enregistrer la phase avec les ondes radio, alors qu'on ne peut pas enregistrer la phase avec la lumière. Ça, c'est lié à la manière dont on détecte tel type d'onde ou tel autre type d'onde. Ok. Ça, c'est super intéressant. Enfin, bon, peut-être pour ceux ça, c'est technique. C'est technique, évidemment. Bon, pour ceux qui ont un peu le niveau en sciences, peut-être vous avez compris, et auquel cas c'est super intéressant. Pour les autres, je suis désolé, mais j'espère qu'au moins vous avez compris 2-3 autres petites choses qu'on a dit juste avant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les lumières possibles qui existent, enfin les types de lumière plutôt, les types d'ondes que peuvent émettre les phénomènes physiques, et là autour d'un trou noir, en fait, on a probablement plein d'ondes dont on pourrait se servir. En fait, parmi toutes ces ondes-là, pour pouvoir générer cette image-là, on ne peut se servir finalement que des ondes radio, parce que on peut capter facilement certaines de leurs propriétés et les enregistrer et après faire du traitement de données et faire en sorte que ça marche bien. Alors que d'autres types de lumière ne marcheraient pas, ont des contraintes techniques qui font que c'est trop compliqué de pouvoir générer une image à partir des autres ondes. Donc voilà, je comprends un petit peu mieux la difficulté. Mais dans les deux cas, en fait, l'idée... ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche à avoir un télescope virtuel géant, en fait, qui a une très très grosse parabole, parce que c'est la taille qui compte finalement en astronomie, malheureusement. Et donc plus la parabole est grosse, et mieux va être définie votre image, et vous aurez du coup plus d'informations, et vous pourrez générer une image qui, là, c'est vrai qu'elle a l'air floue, mais en fait, c'est extrêmement résolu du coup, parce que c'est tellement loin
que normalement on pourrait pas. Là, c'est extraordinaire d'avoir ce degré de. En fait, c'est très net quoi pour la distance, par rapport à la distance. Un ordre de grandeur que j'ai entendu, je l'ai pas vérifié, mais je pense que ça a été dit lors d'une conférence, donc ça doit être quelque chose de sérieux. L'ordre de grandeur, c'est comme si on observait depuis New York une bulle dans un verre de bière à Munich. Une bulle dans un verre de bière à Munich depuis New York. Waouh. Ouais, voilà l'ordre de grandeur de la résolution que ce télescope permet d'obtenir. Donc imaginez tout ce que vous pourrez espionner chez votre voisin si vous aviez à disposition cette technologie. Ouais, non, c'est quand même... Ouais, je comprends mieux l'aspect incroyable de la découverte parce que... Et c'était aussi pour ça que je voulais t'inviter pour que tu nous en dises plus et c'est ce que tu as fait ce soir. Parce que je trouve que ça rend encore plus incroyable. En fait, on comprend mieux la dimension en fait de ce cliché-là et à quel point il est extraordinaire. Parce que quand on est du grand public et qu'on voit ça, bah, c'est difficile de comprendre en quoi c'est fou en fait cette image-là. Ouais, c'est flou. Enfin, ça paraît flou. Du coup, c'est fou. J'ai dit c'est fou, mais c'est flou aussi. C'est fou et flou. C'est fou, mais pas tant que ça en fait. C'est flou, mais il faut remettre les choses en perspective, quoi. Exactement. C'est ça. Ok, moi je vois que tu tousses et tout, et qu'en plus on a largement débordé. Je pense qu'on va pas trop tarder, mais bon, s'il y a peut-être encore 2-3 questions dans le chat, on pourra les prendre, histoire qu'on coupe pas trop vite. En tout cas, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de l'exercice, toi qui dis que c'était la première fois que tu venais sur Twitch? Bah écoute, c'est très sympa. En fait, finalement, Twitch, je vois pas trop parce on est sur un truc à part là, donc je vois pas du tout les. Tu vois pas à quoi ça ressemble. Il faudra que tu ailles sur ma chaîne. Des gens, je vois pas le chat et tout ça, donc. Tu pourras revoir en rediff pour voir à quoi ça ressemble si tu veux. Bon, l'expérience est très bonne, hein. C'était très sympa de discuter de tout ça. Ouais. Et toi J'espère que j'ai pas été trop technique du coup par rapport à l'audience. Non. Alors après, moi c'est toujours pareil, c'est que dans ma ligne éditoriale, je souhaite toujours faire quelque chose de à la fois élémentaire, c'est-à-dire qu'on repart aussi de la base, on a réexpliqué voilà ce que c'était qu'un trou noir. Mais j'aime bien aussi pousser quand on peut pousser et quand il y a des gens dans le chat qui posent des questions, et ça a été le cas, il y a plein de gens qui veulent souvent aller plus loin, donc je me permets de prendre des questions un peu techniques pour aller un peu plus loin dans les techniques. Je l'ai fait aussi, même si je le fais pas tout le temps, je tenais à le faire ce soir parce que le sujet a quand même été traité ailleurs, en fait, en long, en large, en travers, sur plein de médias différents. Et je me dis que c'est une plus-value pour mon média que d'aller un peu plus dans le détail par rapport à d'autres. Parce que je me dis que tous ceux qui voudront avoir plus d'informations par rapport à ce qu'ils ont vu dans le quotidien, par exemple, ou dans d'autres émissions, ils pourront trouver les informations complémentaires ici ou aller plus loin et approfondir le sujet. C'est aussi ce que j'aime bien avec Twitch, c'est qu'on peut prendre le temps d'approfondir les notions. Et j'ose espérer que même ceux qui ont été perdus par la technique à certains moments ont quand même apprécié certains éléments de réponse, de culture un peu générale autour des trous noirs ou de la manière dont on a fait le cliché. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait encore quelques petites questions. Concernant le son du trou noir, comment l'a-t-on déterminé? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait du nom de mécanique. Je savais même pas. Il y a eu une sorte de prise de son. Par rapport à ça, c'est quelque chose par rapport à un autre phénomène, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. D'accord. Et les ondes gravitationnelles, en fait, donc, dans la théorie de la relativité générale, la matière déforme l'espace-temps. Et cette matière a une certaine dynamique. Et du coup, la déformation même de l'espace-temps va être dynamique. Et ça génère des ondes, en fait, des ondes d'espace-temps. C'est un peu des trucs difficiles à imaginer. Mais... Donc, et ça, c'est des trucs maintenant qu'on détecte sur Terre. On a des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et effectivement, le signal qu'on reçoit de ces ondes gravitationnelles, on peut les jouer sous forme de musique parce qu'en fait, c'est un signal à une dimension. Bon, ça aussi, c'est un peu technique. Mais du coup, on peut les jouer avec un dispositif audio. Ça. Et ça ressemble au son on appelle ça un gazouille, un chirp en anglais. C'est-à-dire, ça fait boum, boum. Et ça, c'est le son de deux trous noirs qui fusionnent. Wow. Et donc on a entendu ça pour la première fois en 2015, le 14 septembre 2015. Oui, c'est ça. Il y avait deux trous noirs qui avaient fusionné à
hyper loin, mais du coup ça faisait hyper longtemps qu'ils avaient fusionné en fait, mais c'est juste qu'on a réussi à choper, l'onde est passée, l'onde gravitationnelle est passée à ce moment-là au niveau de la Terre et on a pu récupérer le Exactement. signal. Mm. Et oui, comme tu dis, en fait c'est l'onde elle est traduite en onde sonore pour qu'on puisse l'écouter, mais de base il n'y a pas de son qui est généré, c'est Non. juste une... En fait, l'onde gravitationnelle en passant, elle va déformer l'espace. Et en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un interféromètre, encore interférométrie, ouais, décidément, c'est un interféromètre de Michelson pour mesurer la différence d'espace qui a été générée au passage de l'onde, en fait, c'est ça. Exactement. Et en fait, on le mesure avec un laser. Et en fait, ce qu'on mesure au final, c'est juste une variation d'intensité d'un signal dans un photodétecteur. D'accord, ouais. Voilà, et donc cette variation d'intensité qui va avoir une certaine oscillation, on peut la jouer comme un morceau de musique et du coup on a ce son, on obtient ce son même si à la base l'onde n'a rien à voir avec un son, vraiment, c'est une déformation de l'espace qui va se propager. Mais est-ce qu'un trou noir, il faut attendre qu'il y en a deux qui fusionnent pour avoir une onde gravitationnelle, ou est-ce qu'il y a des ondes gravitationnelles qui spontanément sortent d'un trou noir, comme celui au centre de notre galaxie? Est-ce que de manière générale, il génère des ondes gravitationnelles parce qu'il y a de la matière qui rentre dedans, par exemple, je sais pas. Non, oui, mais de manière trop faible pour que ce soit mesurable. En fait, quasiment tout mouvement rayonne des ondes gravitationnelles. Quand je fais comme ça, j'en rayonne, mais de manière bien trop faible pour que ce soit mesurable. En fait, tout corps doué de masse qui bouge génère des ondes gravitationnelles. L'espace-temps, et du coup, mais l'espace-temps est très rigide, c'est ça le truc. Et comme il est très rigide, du coup, en fait, il n'est pas très déformé. Quand je fais ça, l'espace-temps il s'en... Ah ouais, c'est dommage. Parce que j'allais dire aux viewers qu'ils pouvaient déformer leur espace-temps en bougeant comme ça chez eux. Oui, mais alors, chose rigolote, j'ai un professeur avec qui j'avais fait mon stage de Master 1, je crois, qui avait été contacté dans les années peut-être 60 ou 70, je ne me rappelle plus, par l'armée qui voulait étudier justement s'il y avait moyen d'utiliser les ondes gravitationnelles pour soit envoyer des messages secrets, soit détecter des ennemis, soit ce genre de choses. Bon, elles se sont très vite rendues compte que c'était absolument pas possible, mais c'est quand même marrant à souligner que l'armée s'est penchée sur la question. En fait, ça serait vachement brouillé parce que comme tout bouge, comment tu arriverais à détecter le message, la onde gravitationnelle qui provient de ton voisin plutôt que celle d'autre chose qui bouge comme ça? Bon bref, on va pas rentrer dans le débat. Non, il y aurait des moyens. Il y a toujours des moyens de distinguer un signal du bruit. Enfin, pas toujours, mais... en l'occurrence, le fait est que l'amplitude de l'onde générée est bien trop faible pour qu'elle soit détectable. Enfin, il faut vraiment des objets des phénomènes cataclysmiques, en l'occurrence la fusion de trous noirs par exemple, ou la fusion d'étoiles à neutrons, pour générer suffisamment d'ondes gravitationnelles pour qu'on soit capable de les mesurer avec nos instruments. Et encore, ça a pris des décennies de recherche pour faire ces instruments en plus qui ont coûté très cher aussi, parce que c'est des technologies extraordinaires. Ouais, c'est sûr, c'est incroyable. C'est partie des plus belles créations de l'humanité avec les accélérateurs de particules. Là, ça fait. Est-ce qu'on a des infos sur les possibilités de nouveaux télescopes chinois? Alors, je sais pas à quoi ça fait référence. De radiotélescopes chinois, du coup, qui se grefferaient à ce réseau de radiotélescopes. Je n'en ai pas, en tout cas, personnellement. Et ça m'étonnerait que ce soit... si ça a été dans les cartons, ça m'étonnerait que ça ait été le cas, mais peut-être. Je pense que ça ne doit plus être le cas maintenant. D'accord. Mais je peux me tromper, je sais pas. Ok. Alors une question un peu technique, le mécanisme qui permet l'éjection de matière à haute vitesse, donc c'est cette fameuse éjection de matière qu'il y a au niveau on peut dire du pôle du trou noir en rotation, c'est ça, au niveau du pôle. À proximité des trous noirs en rotation, est-ce un effet de fronde gravitationnelle ou pas vraiment? Alors je suis pas expert de ce mécanisme, mais un effet de fronde gravitationnelle d'une certaine manière oui, parce qu'en fait on récupère le... Enfin, c'est des... oui et non, parce que c'est des effets vraiment purement relativistes liés à la structure des trous noirs, enfin liés à l'espace-temps autour de ces trous noirs en rotation. Donc quelque part, oui, on récupère l'énergie de rotation du trou noir, mais pas de la même manière qu'on le fait pour les effets de fronde. Quand, par exemple, dans le système solaire, on va essayer d'aller d'une planète à une autre en utilisant ce genre d'effet, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord, ouais, c'est pas... Oui, non, c'est lié, mais c'est pas tout à fait ça.
C'est plus compliqué que ça. Ouais. Il y avait une question que j'avais vue il y a quelques temps là, qui me revient en tête. C'est par rapport aux télescopes spatiaux. Est-ce qu'il y a un intérêt d'utiliser les télescopes spatiaux pour voir les trous noirs ou de toute façon, non, il faut vraiment... Ils ont une résolution trop faible pour pouvoir les... Ça serait pas intéressant de les intégrer. Pour les trous noirs supermassifs, oui. Surtout qu'en plus... très clairement, il faudrait un télescope de la taille de la Terre, en gros, pour avoir une résolution suffisante. Parce que... Ouais. Pardon, surtout qu'en fait, je voulais dire que là, on se sert des ondes radio, et les ondes radio, de toute façon, elles traversent l'atmosphère de la Terre. Enfin, je veux dire, elles sont pas... C'est pas gênant qu'on ait une atmosphère sur Terre, etc., pour détecter les signaux radio. Ça traverse un peu tout leur radio. Ouais, c'est assez fréquent, en tout cas. D'accord. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Une idée, par exemple, ce serait de mettre si on met un radiotélescope sur la Lune, ça permettrait d'avoir une meilleure image et une meilleure résolution pour les trous noirs. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on augmente la taille on va dire, du télescope synthétique. Parce qu'il y a une distance plus importante entre... Ouais. En fait, ce qui est important, c'est au plus on a une grande séparation entre les différents radiotélescopes. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'en avoir beaucoup. Au plus on en a, au plus ça permet de vraiment reconstruire une image. D'accord. Mais pour avoir l'information sur vraiment les échelles les plus petites, en fait, ce qui compte, c'est la séparation entre les radiotélescopes. D'accord. Donc, si on a 2 radiotélescopes vraiment très séparés, on a une meilleure résolution. C'est fou, ça. Ça serait incroyable. Mais ça serait pas pour tout de suite. D'abord, il faudrait que l'homme remette le pas sur la Lune. Je crois que apparemment, c'est prévu pour dans quelques années, là, maintenant. 2026, je crois, même peut-être repoussé à 2027. Chaque fois, il repousse d'une année, je crois. Ok, bon. Là, ça semble converger quand même. Ouais, au bout d'un moment, avant 2030, il y a moyen. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Olivier. On va s'arrêter là, parce que là tu as fait du rab. Merci beaucoup. 1h30 de live, c'est beaucoup. C'était vraiment top. C'était vraiment super. Ton intervention était vraiment géniale. On a appris plein de choses. Tu nous as parlé des trous noirs, de comment ils se forment, de ce qu'ils sont, leur nature. Et après, on a comparé les deux clichés historiques. Et puis après, on a décrit un petit peu comment finalement ces clichés avaient été pris. Donc c'est vraiment top parce qu'on a pu couvrir l'ensemble de l'histoire en rentrant un petit peu dans les détails de temps en temps pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, de toute façon, il y aura rediff disponible dès maintenant, dès que j'aurai arrêté le stream. Et puis je ferai une rediff que je mettrai probablement sur YouTube et je la laisserai aussi sur Twitch. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je te remercie. Et, merci à toi. Et très, très bonne continuation, bonne suite d'astrophysique, de calcul astrophysique dans ton travail. Est-ce que tu veux nous faire un petit mot de la fin avant que j'envoie, avant qu'on se quitte? Écoute, non, il n'y a rien qui me vient particulièrement. Merci à tous d'avoir assisté à cette session et c'était un plaisir. Ouais, et peut-être que tu referas l'exercice en d'autres occasions. Avec plaisir. C'est top. Merci beaucoup. Merci encore une fois à toi. Je remercie la communauté. Je pense qu'on va s'arrêter là de mon côté. Ça va pas me faire de mal de me coucher pas trop tard. Et je raccroche alors ça marche. de mon côté. Super. Allez, merci. À plus. Salut.